Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous devriez remercier le président qui essaye de mettre fin à ce conflit. Vous n'avez pas les cartes là. Sans nous, vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas Donald Trump qui a annoncé formellement la suspension de cette aide militaire. C'est une source à la Maison-Blanche, mais cette information désormais est confirmée. Il va y avoir donc une pause dans les livraisons d'armes à l'Ukraine. Elle va pas tarder à s'interroger sur la pertinence de poursuivre une guerre dans laquelle elle risque de se faire écraser ou d'accepter de plier sous le bras de fer que lui présente Trump et d'aller vers les négociations. Et donc la décision est tombée, Donald Trump gèle l'aide militaire à l'Ukraine 3 jours après cette altercation avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Dernier acte de son rapprochement avec la Russie. Alors parlons vrai, est-ce que Trump pourrait revenir sur cette pause? Et à cette question, pause sur l'aide militaire à l'Ukraine, Trump donne-t-il la victoire à Poutine? Vous dites non à 60%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, quand on dit pause, ça veut dire qu'il y a négociation possible? Oui, quelque part. Sûrement, mais comme j'ai des contradicteurs qui sont extrêmement compétents dans le domaine géopolitique et militaire, moi je vais me contenter, et très sérieusement, pour répondre à votre question, de dénoncer ce que j'appellerais le facteur moral. Tout de même dans la vie internationale, me semble-t-il, et pas seulement en raison de mon ignorance, on a le droit d'évoquer la violation d'une éthique, et je suis scandalisé par ce chantage extrême que Donald Trump impose à un président Zelensky qui n'est sans doute pas irréprochable, on entend ça partout maintenant, mais qui ne méritait pas un tel traitement. Ce que fait Donald Trump, appuyé par ce vice-président, je trouve que c'est une honte. Et je ne sais, heureusement, s'il s'agissait de réveiller l'Europe, heureusement elle se réveille. Loïc Guérin. J'avoue que je suis en rage depuis plusieurs jours. J'ai même du mal à essayer de synthétiser ma pensée tellement que je suis en colère. Pour avoir connu et fréquenté les Américains, je ne les reconnais plus. La direction qu'ils ont choisi pour laquelle ils ont choisi d'opter va leur coûter très cher en interne et à l'externe. Pour l'instant, c'est un coup dur pour l'Europe, pour l'Ukraine évidemment. Mais tout comme Philippe Bilger, je pense que c'est une chance qu'il va falloir qu'on saisisse. Maintenant, sur le comportement de cet individu-là, qui est à la tête d'un État, qui est quand même le premier président américain déjà condamné, c'est quand même pas mal, est à l'aune de son passé, est à l'aune de son passif. C'est rien d'autre que les méthodes d'escroc. C'est une version un peu aseptisée de Poutine. C'est je viens, je vous braque. Et si je ne réussis pas, eh bien je vous brise. J'espère, contrairement au dernier intervenant qu'on entendait là en résumé ou en synthèse qui n'était pas identifié et dont j'aurais bien aimé d'ailleurs par curiosité avoir le nom, ne serait-ce que pour le retenir, le propos quelque peu défaitiste qui est « il la brisera, oui, ils perdront la guerre », c'est assez méprisant pour les Ukrainiens qui n'ont pas eu besoin des Américains pour résister aux Russes. Vincent Desportes. Moi, je suis évidemment outré par ce comportement, parce qu'effectivement, je pense que c'est un comportement qui est immoral, qui n'a évidemment pas sa place quand on est président de la plus grande, la nation la plus puissante du monde. Moi, j'estime que c'est tout simplement une trahison. Une trahison d'abord des promesses de l'Amérique, tout simplement, vis-à-vis du monde. C'est une trahison de l'Amérique depuis qu'elle est née, de ses idéaux. Et puis c'est une trahison de l'Occident et c'est une trahison de l'Ukraine. Donc c'est condamnable à tout point de vue. Alors, on me rétorquera, et on aurait raison, que si Kamala Harris avait été élue, il se serait passé à peu près la même chose. Mais ça ne se serait pas passé de la même manière. C'est-à-dire ça aurait duré 1 an, 2 ans, et elle n'aurait pas mis l'Ukraine devant une situation qui est absolument ingérable. On voit bien que la position des États-Unis, c'est une position qui est déjà dans les tuyaux depuis très longtemps, au moins, mais sûrement avant, depuis Obama. Pivot vers le Pacifique. Je suis le premier président du Pacifique. Le Rosette des relations entre les Américains et les Russes, initié par Obama, sans aucun succès d'ailleurs. Donc, il est clair. Moi, je l'écris depuis très 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 longtemps. Il y a un moment forcément où l'Amérique nous lâchera. Et là, elle nous lâche, mais elle nous lâche de la manière la plus ignominieuse. Et en particulier, moi, je lui en veux beaucoup parce que si aujourd'hui nous n'avons pas cette autonomie
autonomie opérationnelle qui est indispensable, c'est bien une volonté américaine qui ont construit cette dépendance sciemment à partir de la fin de la guerre froide. Mais mon général, personne n'a mis un revolver sur la tempe des Européens pour qu'ils achètent tous des F-35 plutôt que des Rafales ou des Gripen. Vous avez raison, c'est pour ça qu'ils nous ont roulé sous toute la ligne. Ou des Tornados, hein, pour... et que les Européens, mais pas la France, heureusement, les Européens se sont dit, j'achète du F-35, je suis protégé. On voit bien où ils en sont. Alors ça a été très amusant de voir le Danemark, qui était le meilleur élève, toujours à genoux sous les jupes de l'Amérique, prendre le premier coup, dès que Trump a parlé, en disant, on va vous prendre le Groenland. Et d'ailleurs, ils sont rapidement revenus chez nous, et madame la présidente ou la première ministre, je ne sais pas, du Danemark, est allée voir le président Macron pour lui demander de l'aider un peu. Mais si on revient sur ce sujet, moi je pense que c'est une déception extrêmement profonde et que quoi qu'il arrive, l'Amérique le paiera à court terme. Qui a envie de l'Amérique aujourd'hui? À qui la statue de la liberté fait envie aujourd'hui? Eh bien, pas grand monde. Mais le problème, c'est que ça nous impacte aussi, nous, parce que quand même, jusqu'à hier ou avant-hier, nous faisions encore partie d'un seul monde qu'il faut défendre et qui s'appelle l'Occident. Philippe Bilger, je reviens sur cette intervention de ce journaliste dans le bureau Oval sur les costumes. L'aspect volontaire d'humilier finalement Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire que sur tous les points finalement, même sur sa façon de s'habiller. Mais vous avez raison. Est-ce que là, on sort pas d'un... Dieu sait, comment dire, on a rarement eu l'occasion dans la vie internationale, dans la vie diplomatique, d'éprouver ce que j'ai ressenti, et je pense que beaucoup l'ont perçu de la même manière que moi. On a dépassé l'hostilité politique, on est tombé dans un opprobre moral. On a vu cet être vaillant et totalement humilié, mais allant jusqu'au bout de l'argumentation face à un duo malfaisant. Alors, je suis très intéressé par ce qu'a dit le général, puisque là, je suis sérieux. C'est en réalité de savoir à partir de quel moment un changement de politique devient odieux et jusqu'à quel niveau on a le droit d'évoluer. C'est quelque chose que vous avez un peu abordé d'ailleurs, mon général. Oui, alors mais ce qui est très surprenant, c'est que ces 80 ans de politique internationale des États-Unis qui sont brisés en quelques jours. Et donc c'est un renversement de valeurs, un renversement des alliances. C'est pour ça qu'on est tous perdus. On nous expliquait l'Amérique défend nos valeurs de démocratie, de liberté. L'Amérique, c'est l'égalité entre les hommes. Et puis tout d'un coup, on passe. C'est assez amusant. Un éditorial du Figaro ce matin parlait du bon, la brute et du truand. Le film Sergio Leone est cité. Sergio Leone qui dit, dans le monde, il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Mais on est dans ce monde-là. On est dans ce monde-là qui nous choque profondément parce que nous, Européens, je ne veux pas dire occidentaux, nous sommes profondément humanistes. Nous respectons l'autre, c'est une valeur fondamentale de l'Europe. Et là, le respect de l'autre, l'humanité de l'autre a été bafouée. Loïc Guérin, alors pour votre info, c'est notre excellent réalisateur Maxime, dans le jingle qu'il a fait. Le dernier intervenant, c'est le général Jean-Claude Allard, qui est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale des stratégies. Je suis bien content qu'on ait un tout autre général ce soir près de nous. Voilà, je me contenterai de ce commentaire. Mais si pas dans le micro, on l'entend pas. Il faut que je le passe un peu. Décidément, ce soir, c'est terrible. Non, un petit commentaire tout de même. Le pseudo-journaliste, parce que c'est un pseudo-journaliste qui est intervenu. Brian Glenn. Voilà, il faut quand même dire aux auditeurs qui ne sont pas nécessairement conscients de la chose que c'est rien d'autre que le petit ami d'une certaine Taylor Greene, une sénatrice américaine, qui est complotiste, qui est un soutien de Trump depuis toujours, qui est tellement perchée, parce que je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement, je crois qu'elle est platiste, enfin elle est dans toutes les thèses absurdes de la planète. Elle est allée féliciter jusque sur les réseaux sociaux. Non mais elle est complètement abrutie, enfin il faut dire les choses très franchement. Je pense que je lui confierai même pas les clés de ma voiture pour la garer. Donc elle est sénatrice américaine, c'est pour vous dire le niveau de responsabilité qu'il aurait donné. Cette personne-là est là en embuscade. Enfin, ça n'est pas personne, ça n'est pas un hasard. Je rejoins tout ce que vous aviez dit, Philippe Bilger, bien évidemment, mais c'est d'autant plus pour les gens qui s'interrogent sur les réseaux ou ailleurs sur le caractère spontané ou non.
ça plaide quand même assez fortement pour l'embuscade très télégraphiée et très télécommandée, puisque cette personne-là n'est rien d'autre, je le dis encore, que le petit ami de Taylor Greene, qui est très clairement le bas du fond du complotisme américain. Il est quand même courageux quand même. On peut dire ce qu'on veut sur Volodymyr Zelensky. Il est quand même assez courageux. Est-ce que vous me permettez de poser une question au général? Vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez mon vous. général, la comparaison va être vulgaire et sans doute très grossière. Vous voulez qu'on mette un carré blanc? Monsieur le procureur, ça m'étonnerait. Ça ne tombe pas dans ce qu'affectionne Philippe David, c'est beaucoup plus. Je vous en prie. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu la rançon de ses promesses, comme le général de Gaulle, d'une certaine manière, avait mal géré le sort des harkis en Algérie parce qu'il voulait à tout prix tenir la promesse qu'il avait faite de terminer la guerre d'Algérie dans les moins mauvaises conditions possibles? Est-ce que Trump n'a pas été ligoté par sa promesse de favoriser une paix dans les plus brefs délais et donc de sacrifier radicalement l'Ukraine au bénéfice du plan russe? Mais vous avez raison, et tout ça va dans le sens du complot. Normalement, ce genre de choses devant la télévision, on n'affiche pas ces désaccords, on trouve un propos commun, etc. Et là, au contraire, ça a été l'inverse. Et donc là, c'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. Oui. Et puis ils sont deux contre un. Alors moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, je parle anglais, mais je sais bien dans ce genre d'événement, quand vous n'êtes pas natif, c'est quand même très difficile. Et le c'est pauvre, pas votre langue maternelle, vous avez la pression, compliqué, etc. vous avez la pression, vous avez la télé. Pour ce pauvre Zelensky, ça a dû être véritablement affreux. Si vous avez regardé, vous l'avez sûrement regardé, la vidéo de cette Mondiovision, là, c'était intéressant de voir ce que faisait Trump. Trump, on l'a vu, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas, il y en avait un qui parlait, c'était Vance, lui il n'écoutait pas, il réagissait. Quand on lui dit, quand Zelensky lui parle de son ressentiment, il dit « Mais qui êtes-vous pour dire quel est mon sentiment ?» Et puis il repart dans sa tête de bulldog complètement fermée, et puis on lui parle de Biden et d'Obama. Là, il explose. Mais on voit bien qu'il n'a pas véritable raisonnement. À ce moment-là, il n'a pas de véritable raisonnement. Il réagit comme une bête par rapport à une proie. Il veut du buzz, surtout. Oui, exactement, il veut du buzz. Ouais. Le guérin, et on part au 0826 300 300, très court. Oui, par-delà l'événement lui-même, ça s'inscrit quand même dans une logique d'ensemble à la fois de Trump et de son administration, parce que le vice-président est dans le même acabit. Il y a plusieurs ministres qui s'étaient très clairement inscrits dans du pro-russe, à telle enseigne que certains ont bénéficié de subsides de manière assez nette. Donc on peut, sans être complotiste pour le coup, lancer l'hypothèse selon laquelle ce sont des gens qui sont rien d'autre que des gens au payroll russe, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour des subsides ou des avantages ou des approches. Trump vient d'éliminer une partie de l'administration, vous l'avez lu probablement ce matin, qui lutte contre les cyberattaques russes. Là, ça s'inscrit plus dans le règlement d'un conflit ukrainien rapide. C'est une volonté délibérée de se rapprocher de la Russie. Allez, le 0826 300 300, Hervé qui est avec nous. Hervé? Oui. Écoutez, moi je suis sceptique sur tout ce que j'entends là. Oui, je suis sceptique parce que vous n'êtes pas sur le terrain et moi j'ai lu que les Russes avançaient péniblement, ils ont fait 200 km pour prendre 20% du territoire, donc c'est pas énorme. Donc moi j'ai plutôt l'impression, si vous voulez, qu'on fait un sort malheureux à Trump, qui n'est pas trop excusable sur la forme, je suis d'accord avec vos intervenants, mais franchement, je pense que vous faites plus de la morale que de la politique pour le moment. Et donc, je trouve que Zelensky est assez irresponsable parce que, en fait, ceux qui soutenaient, c'est quand même les dollars américains et puis les armes américaines. Donc, d'autre part, les Européens n'ont absolument pas la capacité d'intervenir tout de suite. Alors, vrai sujet. Ça, c'est quand même une question qui se pose. L'armée russe, finalement, en 3 ans de guerre et 15 jours, elle n'a pas avancé tant que ça en Ukraine. Elle a des très lourdes pertes ou pas? Eh bien, c'est pour ça que le président Trump n'aurait pas dû être aussi méprisant vis-à-vis des Ukrainiens. Parce que ces gens-là, d'ailleurs, quand Zelensky a dit à Vance, venez voir, il dit non, c'est pas moi, je vais à la télé, ça suffit. Bon, ces gens-là se battent. Quel est le grand différentiel entre les Russes et
et les Ukrainiens, c'est un différentiel d'armement qui va du côté russe, mais un différentiel de conviction. Ils se battent pour l'existence, de l'Ukraine. Alors oui, l'armée russe est évidemment abîmée. Le problème de l'armée russe, c'est qu'elle est presque en montée en puissance. Entre 2022 et 2024, la production d'armement russe a augmenté de 222%. Ça veut dire d'ailleurs que s'il y a une trêve, elle va davantage profiter factuellement aux Russes qu'aux Ukrainiens. Allez, les 0826 300 300, Laurent qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je vous appelle parce que je me sens un petit peu seul dans ma pensée par rapport à tout ce que vous dites. Dans un premier temps, nous, en tant que Français, je ne sais pas pourquoi tout le monde parle en tant qu'Européens. On a oublié d'où on vient, en fait. On a oublié qui est-ce qui s'est battu pour nous. Moi, je suis pas forcément petit-fils de résistants, mais je sais que mes grands-parents ont vécu, et mes arrière-grands-parents, ils ont vécu des temps très difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment on oublie aussi rapidement le fait d'être français? En 10 ans, on a perdu ça, en fait. Mais d'un autre côté, ce que je trouve très étrange, c'est qu'on pousse les autres à être plus ukrainiens que les plus enfin, il y a comment on appelle un antagonisme entre ce qu'on veut pour les autres et ce qu'on veut pour nous, que je trouve complètement fou. Et ensuite, et je ne sais pas si j'ai été très compréhensible, et d'un autre côté, allez-y, finissez Laurent, finissez. Et d'un autre côté, ce qui m'ennuie aussi, c'est que au niveau européen, on a Ursula von der Leyen qui veut faire un grand prêt, un grand crédit. Elle va sortir 800 milliards d'euros pour faire la guerre ou pour s'armer, pour se préparer, mais elle va prendre d'où cet argent? Depuis quand l'Union européenne fait de l'argent? Qui est-ce qui va payer? Et dernièrement, si elle fait cela, nous, en tant que pays français, on devra être encore plus sous l'égide européenne. Alors, vu ce qu'on va perdre notre souveraineté jusqu'au bout, en fait. On n'aura plus rien. Alors, vu ce qu'on a vu sur les 800 milliards, une partie va être prise sur ce qui restait, qui n'avait pas été dépensé du Covid, et il y aura un taux de 1,5% par rapport au PIB de dépenses militaires qui n'entreront pas dans les 3%, les fameux 3% de Maastricht. Mais comme la France est à plus de 5%, elle peut rien faire financièrement, là c'est clair. Alors, juste pour rassurer notre auditeur, autant que je le comprenne, je parle évidemment sous le contrôle de notre général. L'argent européen ne veut pas dire qu'on crée une armée européenne qui prive la France de sa souveraineté. Ça permet au niveau européen, qui a quand même plus de force de frappe sur le plan économique, de débloquer des fonds qui vont permettre à chacun des États de souverainement de lancer son industrie, relancer la protection de nos frontières, il faut quand même en avoir conscience depuis 20 ans ou 30 ans. Vous n'avez pas peur qu'ils achètent tous massivement américains? Non, cette fois non. Vous êtes sûr? Sûr, personne n'a de boule de cristal. C'est enregistré, c'est attention. Hein. Mais moi, je suis pas prêt à parier tant que ça. Bon, on verra. Mais je crois que les Danois et les Allemands ont déjà compris. On en reparlera tout à l'heure avec les Allemands, mais on verra. En tout cas, je l'espère fortement, évidemment. Quoi qu'il en soit, c'est les nations qui, elles, vont bien évidemment se rééquiper. Il n'est pas question de souveraineté abandonnée ici. Chaque pays va se rééquiper. Et ça fait quand même 20-30 ans qu'on se déséquipe. Donc on se prive soi-même de notre sécurité. Et après, on pleure sur la souveraineté. La souveraineté, c'est l'armement, c'est la protection de ses frontières et la crédibilité internationale. Et c'est la France, monsieur. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas, votre témoignage. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. On garde Hervé. Hervé, vous êtes avec nous? Oui, toujours. Hervé, vous savez que dans un instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Ça équivaut à un stage commando en dureté. Voilà. Un général des ports ne dira pas le contraire après avoir fait son premier. Je verrai si je donne la médaille. Qu'est-ce que vous dites, Hervé? Pardon, vous avez... Non, mais moi j'en ai fait un vrai stage commando, je vous le signale. C'est rien. Alors écoutez bien, c'est rien. À Belfort. Près de chez moi. Oui, dans les Bauges. Oui, non, mais cherchez pas des amitiés avec Hervé, vous. C'est pas possible. Mais de toute façon, je suis Fanny, moi je suis absolument en course. Il est contre vous, de toute façon. Je l'ai fait comme spectateur dans Les 12 salopards. Je regarde la boule de Guy passer dans la... Et méfiez-vous, on a les noms des 12 salopards. Allez, c'est dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.